Lorsque le Heinkel HE-178 prend son envol à l'été 1939, utiliser un moteur à réaction pour propulser un avion devient une réalité. Bien que tout le potentiel de cette technologie soit difficile à percevoir à ce moment-là, les États-Unis, sous l'impulsion de la NACA, ancêtre de la NASA, créent un comité spécial pour se pencher sérieusement sur ce type de propulsion dès le début des années 40. Évidemment, leur entrée en guerre dans la foulée et les besoins militaires qui en découlent vont accélérer le processus et débloquer des fonds. Dans ce contexte, les sociétés Westinghouse Electric et General Electric, ayant déjà des compétences dans la réalisation de compresseurs et de turbines à vapeur pour la génération électrique, se lancent dans cette technologie naissante, y voyant des opportunités industrielles au fort potentiel. Ainsi, General Electric réalise dès la fin 1941 un réacteur centrifuge d'une poussée modeste de 650 kg, nommé J31 dans sa désignation de série. Deux de ces moteurs sont intégrés dans la cellule du XP-59 de Bell pour le compte de l'US Army. Ayant fait son premier vol en octobre 1942, ce premier avion à réaction américain de l'histoire est développé dans un grand secret. On y ajoute même une fausse hélice lors des manipulations au sol pour ne pas éveiller les soupçons des curieux. Bien qu'élégant, l'avion montre des performances décevantes, et seuls quelques avions de pré-série sont réalisés. En effet, le RA Comet s'est révélé être une plateforme de tir assez instable. Sa vitesse de pointe avec 660 km/h n'était pas meilleure que celle du Mustang ou du Thunderbolt, et surtout, le temps de réponse des moteurs était incroyablement long, incompatible avec le combat aérien. Peut quand même s'étonner que General Electric ait produit ce J31 en un temps record. En fait, il s'agit d'une copie du moteur W1 d'origine britannique, conçu par Frank Whittle. C'est juste l'inventeur du réacteur. Ou du moins il en partage la paternité avec l'allemand Hans von Ohain, concepteur du HES-3, c'est le réacteur qui avait permis au Heinkel HE-178 de prendre l'air justement. De son côté, Westinghouse Electric, commandité par l'US Navy pour équiper ses futurs avions embarqués, a mis plus de temps pour produire son premier réacteur, puisqu'ils sont partis, eux, d'une feuille blanche. Mais il est plus fin et un peu plus puissant que celui de General Electric. Il tourne sur banc en 1943 et devient ainsi le premier réacteur de conception 100% américaine de l'histoire. Mais alors qu'il est testé en vol court en 1944 sous le ventre d'un Corsair qui sert de banc d'essai en conditions réelles, le J31 de General Electric est déjà intégré dans la cellule d'un nouvel appareil pour la Navy justement, l'étonnant Ryan FR1 Fireball. Sachant que ces réacteurs de première génération fournissent des accélérations plus que médiocres, difficilement compatibles avec les opérations sur porte-avions également, Ryan avait proposé un audacieux avion à propulsion hybride. En effet, sous ses traits d'avion tout à fait conventionnels pour l'époque, le Fireball possédait donc un Y-Cyclone de 9 cylindres développant 1350 chevaux à l'avant, permettant des accélérations plus que correctes, ainsi qu'une consommation maîtrisée, et un J31 à l'arrière, dont les entrées d'air étaient discrètement disposées à l'emplanture des ailes, permettant d'atteindre rapidement 650 km/h en pointe avec un bon taux de montée. Équipé de 4 mitrailleuses M2 de 12,7, l'appareil est considéré comme apte au combat, et il est produit en série. Il est question de réaliser 600 exemplaires, mais sa mise en service tardive courant 1945, avec la fin de la guerre qui se profile, ainsi qu'une réalité opérationnelle qui a révélé de fâcheuses faiblesses, le Fireball a vu sa production limitée à seulement 70 avions. En effet, l'avion se montra fragile, avec des ruptures structurelles suite à des appontages un peu fermes. Certains avions se sont même brisés en deux. En vol, il était difficile à maîtriser car son comportement changeait avec le réacteur allumé ou non. Néanmoins, l'existence du réacteur étant très peu connue à ce moment-là, certains pilotes de Fireball faisant la blague lors des vols en formation avec d'autres types d'appareils de couper le Wright Cyclone. L'avion continuant à voler grâce à la poussée du J31 comme si de rien n'était, malgré une hélice en drapeau, devant les yeux stupéfaits des autres pilotes qui ne comprenaient pas comment cela était possible. Suite à cette expérience mitigée, l'US Navy revoit sa copie et mise sur le tout-jet pour ses futurs avions de chasse. Et c'est McDonnell qui va lui fournir son premier de l'histoire, avec le FH-1 Phantom. Ce dernier est motorisé par deux réacteurs J30. Le J30 est la version de série du premier réacteur de Westinghouse, dont nous avons parlé juste avant, qui est enfin opérationnel. Je vous dirige vers la vidéo sur les avions McDonnell qui est sur cette chaîne pour avoir des détails sur le Phantom. Mais ce que l'on peut retenir ici, c'est que la mise en service de ce dernier en 1947 correspond au retrait des FR1 Fireball. Que Westinghouse crée pour l'occasion une filiale dédiée aux réacteurs avec la Westinghouse AGT pour Aviation Gas Turbine,
et que cette filiale devient un interlocuteur privilégié pour l'US Navy pour ses programmes les plus avancés, apparaissant effectivement comme le motoriste le plus en pointe de l'époque. Dans la foulée, Westinghouse AGT a conçu le réacteur J-34, une version agrandie du J-30. Il fournissait 2 fois plus de puissance que son aîné avec 1,5 tonnes de poussée. Installé sur le McDonnell F2H Banshee par paire, par comparaison, il représentait une poussée totale supérieure à celle du General Electric J-47 qui propulsait le sabre. Le Banshee avait fait son premier vol en 1947 lui aussi, mais bien que l'accélération était plutôt bonne, avec ses ailes droites entre autres, sa vitesse de pointe stagnait bien en deçà de celle du sabre. À partir de là, l'objectif pour l'US Navy est clair, obtenir un chasseur embarqué aux performances au moins équivalentes à celles du F-86 sabre, et pour y parvenir, elle valide un très ambitieux projet de Vought basé sur l'utilisation de 2 Westinghouse J-34, plus puissants encore grâce à l'utilisation de la post-combustion, fournissant à présent 2 tonnes de poussée chacun. Pour atteindre les spécifications élevées de la Navy, les ingénieurs de chez Vought ont fait un choix radical pour leur XF-7U. Comme d'autres, ils avaient remarqué que l'empennage horizontal générait énormément de traînées aux vitesses transsoniques. Alors pour contourner le problème, ils avaient décidé de le supprimer tout simplement. Évidemment, l'avion va présenter une forte instabilité, mais les gens de chez Vought pensent pouvoir la maîtriser avec l'utilisation d'une aile très large avec une forte flèche, intégrant une dérive au milieu de chaque côté. Avec son look particulièrement futuriste, le premier prototype prend son envol fin 1948 et présente des performances effectivement très impressionnantes. Dans la foulée, des modèles de pré-série F7U1 sont commandés, équipés de 4 canons de 20 mm. Désigné Cutlass, le F7U1 est même plus rapide qu'un sabre, capable d'atteindre 1100 km/h en altitude et se monte très maniable à vitesse élevée. Le pari de Vought semble donc gagné, mais la joie est de courte durée. En effet, les essais se poursuivent et démontrent malheureusement qu'en l'état, l'avion est juste incapable d'atterrir sur porte-avions, ce qui est très embêtant pour un chasseur embarqué. En fait, l'absence de plan horizontal du Cutlass impose un atterrissage avec un très fort angle d'attaque, ce qui implique que le pilote ne voit plus rien devant lui et l'avion devient très difficile à manœuvrer. C'est gênant sur une large piste en béton, mais totalement rédhibitoire sur les 3 ponts d'un navire. De plus, de nombreux problèmes sur les systèmes mécaniques et hydrauliques sont venus alourdir l'addition. En fait, les 3 prototypes se sont crashés, et des 14 F7U fabriqués de pré-série, une bonne partie a été perdue, dont 2 le furent tout de même avant d'avoir été livrés à la marine. Le programme est manifestement à 2 doigts d'être annulé, mais les ingénieurs de chez Vought soutiennent qu'ils peuvent résoudre les problèmes et présentent une version F7U3 revue et corrigée. Le F7U3 ne décolle pas avant la fin 1951. Il a perdu de sa superbe. Il est plus épais, plus lourd, et l'avancement et la surélévation du cockpit pour que le pilote puisse enfin voir correctement pendant les phases d'approche le rend particulièrement disgracieux. Autre bizarrerie, pour garantir le bon angle d'attaque au décollage, la jambe de train avant est si grande à présent qu'au sol, le nez de l'avion est plus haut que ses dérives. Pour pallier à l'augmentation de la masse qui découle de toutes ces modifications, Westinghouse s'est engagé à fournir un nouveau moteur, le J46, une version agrandie du J34 de départ, et annonce une poussée impressionnante de 3 tonnes de poussée à sec et 4,5 tonnes avec PC. Cette version est considérée comme apte au service en mer alors que les États-Unis sont en guerre en Corée. Mais dès les premières livraisons, le F7U3 se montre peut-être pire que la première mouture. En effet, les quelques améliorations sont totalement gommées par la très mauvaise qualité des J46, qui d'une part présentent des soucis de fiabilité, entre panne et pompage, mais même quand il fonctionne, la poussée fournie n'est que la moitié de celle vendue par Westinghouse, alors que la conso est énorme, rendant l'autonomie du Cutlass ridicule. Bref, un avion sous-motorisé associé à un comportement vicieux dans les phases d'atterrissage, le F7U3 est une catastrophe opérationnelle. Sur les 180 machines construites, un quart a été perdu sur accident, tuant beaucoup de jeunes pilotes, et le Cutlass est affublé de sobriquets peu reluisants comme le tueur d'enseigne, le lâche ou même le chien assoiffé. Même l'installation des missiles Sparrow de première génération sur le Cutlass ne changera pas l'issue de ce programme en véritable fiasco qui s'est étalé dans le temps. En parallèle, l'US Navy a dû se reposer sur des avions censés faire l'intérim, certes aux performances quelconques, mais heureusement robustes et fiables, comme le furent les Grumman F9F2, F9F3 ou F9F5 Panther pendant la guerre de Corée, ou les F6 Cougar avec leurs ailes en flèche à la toute fin.
On peut noter en passant que ces machines, hormis le F3, étaient motorisées par des Rolls-Royce produits sous licence par Pratt & Whitney, qui devient par la même occasion un concurrent sérieux. À la marge d'ailleurs, toutes ces désignations d'avions utilisées par la marine américaine avant la standardisation avec l'Air Force qui a eu lieu en 1962 méritent peut-être une explication. En effet, en prenant le Grumman F9F2 pour l'exemple, ici le premier F définit l'avion comme un chasseur, pour fighter en anglais évidemment. Puis le 9 correspond au 9e modèle de la marque Grumman, marque représentée par le deuxième F, puis le 2 comme la sous-version du modèle, vous l'aurez compris. Un autre exemple, tant qu'on y est, avec le F4U1 Corsair, qui correspond au 4e chasseur de la marque Vought, représenté par le U. J'espère que c'est assez clair. Le plus dur étant de reconnaître les constructeurs qui se cachent derrière les lettres. Autre étonnante machine propulsée toujours par des réacteurs Westinghouse et comportant lui la lettre Y dans sa désignation pour Convair, elle est issue d'un des nombreux projets lancés par l'US Navy qui est plus que jamais à la recherche d'un avion embarqué aux performances élevées. Surtout que l'on parle de machines supersoniques à ce moment-là. Convair, anciennement Consolidated, connu jusqu'alors pour ses gros PBY, s'était appuyé sur des essais sur les hydrofoils et les hydroskis pour une approche un peu différente pour traiter le problème de performance inhérent aux avions embarqués sur porte-avions, en supprimant le porte-avions de l'équation. Ils ont donc repris le concept de l'hydravion de chasse, comme on avait pu voir pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Zero fabriqués par Nakajima par exemple, mais en s'inspirant plutôt du Piaggio PC-7 italien, un hydravion de course conçu pour le trophée Schneider de 1929. Un appareil qui flottait sur ses ailes, le fuselage submergé et des hydrofoils pour le déjaugeage, évitant la forte traînée des habituels flotteurs. Un peu trop ambitieux pour l'époque avec d'insolubles problèmes de transmission, le Piaggio n'avait jamais pu prendre l'air. Mais ici, plus de problèmes de transmission grâce au réacteur J46 fourni par Westinghouse. Ainsi, le F2Y1 Sea Dart prend son envol en 1953 avec finalement des skis rétractables et une aile delta, devenue une marque de fabrique pour Convair. Effectivement, l'idée pour l'US Navy de pouvoir opérer un tel chasseur de n'importe quel plan d'eau à travers le monde est très séduisante. Mais vous vous en doutez, les essais en vol vont mettre en lumière quelques petits soucis. Tout d'abord, comme pour le Cutlass, les moteurs J46 ne fournissant pas la poussée prévue tout en étant gloutons en pétrole, vont plomber les performances de la machine. Néanmoins, en août 1954, le Sea Dart passe le mur du son en léger piqué. Encore aujourd'hui, il est le seul hydravion de l'histoire à l'avoir fait. Ensuite, décoller et atterrir à grande vitesse sur des skis générait d'énormes secousses néfastes pour le pilote et la machine, surtout en mer. D'ailleurs, une bonne partie des essais portera sur l'utilisation de différentes configurations de skis pour tenter de les diminuer. Un des pilotes d'essai, B.J. Long, a avoué avoir perdu connaissance l'espace d'un instant lors d'un atterrissage. Et pour finir, l'US Navy se rend compte une fois de plus qu'il s'agit d'une fausse bonne idée. Car quand on prend en compte toutes les conditions nécessaires au fonctionnement de la machine, le concept perd de son attrait. En effet, il ne peut finalement pas être déployé n'importe où sur le globe, la mer doit être calme, la maintenance de la machine indispensable, le sel ne fait pas bon ménage avec le magnésium, doit être possible sur la côte ou alors dans des navires-hangars spécialisés qui doivent être déployés avec les avions. Bref, c'est en fait tellement contraignant qu'une version F2Y2, armée de canons et remotorisée, proposée par Convair pour sauver le programme, est finalement refusée. Il n'y a donc eu que 2 prototypes du Sea Dart, sachant que le premier s'est malheureusement désintégré lors d'une représentation, tuant son pilote. N'ayant toujours pas obtenu satisfaction, l'US Navy continua de donner son aval pour des programmes toujours risqués, mais propulsés maintenant par le dernier réacteur de Westinghouse AGT, le J40. Il s'agissait d'un gros réacteur de forte puissance pour l'époque, prévu pour fournir 4 tonnes de poussée à sec et 6 tonnes en post-combustion. Un de ces programmes fut conduit par Grumman, donnant naissance à un appareil bien plus innovant que le conventionnel Panther, avec le prototype du XF-10F1 Jaguar, équipé d'un J40 dans une version sans post-combustion. Ce dernier réalise son premier vol en 1952 et présente d'étonnantes caractéristiques, la principale étant une voilure à géométrie variable, censée garantir de bonnes performances à grande vitesse ainsi que des vitesses d'approche faibles. On est loin du Tomcat au niveau look évidemment, mais plus de 20 ans séparent ces deux gros chats. La seconde particularité vient de son empennage en forme de triangle, une autre tentative pour diminuer le problème de traînée et l'inefficacité de l'empennage en transonique. L'ouverture et la fermeture de la voilure impactant l'équilibre général de l'avion, les ingénieurs de chez Grumman avaient tenté de le compenser en mettant en œuvre un complexe jeu de rentrée et de sortie de bec amovible, de volets et de spoilers de manière automatique, en plus d'un transfert de carburant entre les réservoirs avant et arrière.
En fait, cela ne fonctionna jamais comme prévu et au fur et à mesure des vols d'essai, les systèmes sont finalement condamnés ou bloqués les uns après les autres. L'équilibre de la machine étant maîtrisé par le courageux pilote d'essai Corky Meyer. L'avion a atteint tout de même Mach 0,97 et la commande de profondeur a répondu merveilleusement bien dans le transonique, mais à faible vitesse, il offrait une réponse très lente, rendant l'avion difficilement pilotable. Après seulement 32 vols, le programme est annulé. Meyer rapporta, non sans humour, que l'accès au cockpit du Jaguar était très difficile, mais il aurait dû être impossible. Plus sérieusement également, il a rapporté que le J40 mettait 21 secondes pour être mis en régime, et cela ne lui a pas facilité le travail non plus. Mais si dans le Jaguar le J40 ne fut pas la principale source de problème, ce fut bien le cas pour le F3H1 Diamond de McDonnell, l'avion le plus connu ayant utilisé ce réacteur. Nous avons déjà traité cet appareil sur la chaîne, donc je ne vais pas y revenir, je vous mets le lien en description. Mais pour résumer, le programme va être mis à mal à cause du manque de fiabilité du J40 à post-combustion, en plus d'être loin de fournir la poussée prévue, tout comme le J46. Également conçu autour du J40 et développé en parallèle du Diamond, le Skyray de Douglas est une autre machine tout à fait remarquable, avec sa grande aile Delta. Le choix par Douglas d'un tel profil d'aile a été inspiré par les travaux récupérés d'Alexander Lepich, ingénieur allemand, à l'origine de nombreux projets à aile Delta et du fameux ME163 Comet entre autres. Ils ont été séduits par le fait que cette aile permettait de se passer d'un empennage horizontal, toujours pour le problème en transonique, ainsi que de stocker beaucoup de carburant, sachant que ces réacteurs étaient très gourmands. Alors oui, les décollages et les atterrissages restaient assez délicats, avec un angle d'attaque important, et l'avion ayant tendance en plus à serpenter, l'aile masquant la dérive à l'atterrissage. Mais Douglas a trouvé une astucieuse solution pour faciliter le travail du pilote, avec deux grands volets intérieurs, des pitch trimmers, qui dévient le flux d'air vers le haut. Une fois actionnés, ils aidaient la machine à maintenir une assiette élevée pendant les phases d'approche et de décollage, et permettaient également de compenser le tangage du Skyray à vitesse transonique, ayant une tendance à piquer du nez avec le recul du centre de poussée. Et ce, sans que le pilote n'ait à exercer une force constante sur le manche. L'avion bat de nombreux records de vitesse en circuit fermé dès les premiers vols avec le J40. Et même un pilote d'essai soutient que s'il avait eu un tel appareil en Corée, il n'aurait fait qu'une bouchée des MiG-15. Ou un autre a déclaré qu'il s'agissait d'un avion de rêve pour un pilote de chasse au même titre que le Spitfire en son temps. Mais Douglas fait le même constat que McDonnell avec son Diamond, la fiabilité du J40 rend l'avion dangereux et limite les performances. Tout comme pour ce dernier, l'US Navy accepte son remplacement pour la version de série de la machine, mais elle n'arrive qu'en 1956 après l'installation d'un J57 de Pratt & Whitney. Ainsi, 420 F4D1 ont été construits, équipés de 4 canons de 20 mm, puis plus tard de missiles Sidewinder, et malgré les bons retours des pilotes d'essai, son accueil dans les escadrilles a été plus mitigé. En fait, si certains partageaient leur enthousiasme et profitaient de la grande agilité dont faisait preuve le Skyray, avec des manœuvres brutales, d'autres n'appréciaient pas du tout cette instabilité naturelle, avec des décollages et des approches qui restaient difficiles et des commandes dures. Tous, par contre, ne pouvaient malheureusement pas voir l'écran de radar correctement, masqué par l'épais manche à balai. Douglas ne trouvant pas mieux au niveau ergonomie dans le cockpit. Le problème perdura jusqu'à ce qu'un mécanicien, particulièrement malin, fabriqua avec deux petits miroirs rectangulaires et deux bouts de carton un petit périscope. Fonctionnel et pratique, son prototype a été remplacé par un modèle en plastique déployé sur tous les avions. Autre anecdote, en anglais, F4D se prononce F4D. Donc, les équipages et les personnels avaient pris l'habitude d'appeler le Skyray la Ford, toujours avec leur accent. Malgré tout, ces derniers programmes ont mis en lumière l'incapacité de Westinghouse AGT à faire évoluer leur technologie, ainsi que d'atteindre les standards de qualité nécessaires à son exploitation, au contraire de la plupart de ses concurrents. Et l'exclusivité et le monopole imposé au départ par l'US Navy aux avionneurs a eu des conséquences désastreuses au niveau industriel et dramatiques sur le plan humain. Westinghouse AGT ne s'en remettra pas. Ils ont tenté de fabriquer ensuite des moteurs sous licence à leur tour, mais rien n'y fera. Ils ne récupéreront jamais la confiance perdue, alors que c'était les numéros 1 10 ans auparavant, et cette filiale fermera ses portes au cours des années 60. Pour finir, l'US Navy réussira à obtenir un chasseur embarqué meilleur que ceux basés à terre avec le Phantom II, et Vought a pu se racheter avec le F-8 Crusader. Deux drôles de machines à voir ou à revoir sur la chaîne.